Alors, je vais donc maintenant reprendre l'enregistrement du cours, puisque après je n'ai pas enregistré le commentaire sur ce petit test de niveau, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour les étudiants qui suivent cela à distance. Je vais donc reprendre maintenant le cours là où je me suis arrêté la dernière fois. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, je dois absolument participer à une réunion, donc je vais être obligé d'arrêter le cours à 9h15, donc ce sera un cours un petit peu réduit aujourd'hui, je m'en excuse. Oui. J'ai une question. Ah, pardon, je vous en prie. Sur l'autre fois. Ah, une question sur le cours précédent. Oui. Une langue à la syntaxe de sa morphologie. Oui, une langue à la syntaxe de sa morphologie. Alors, syntaxe, ça veut dire l'ordre des mots. Alors, syntaxe, ça renvoie ici, dans cette formule, en effet, à l'ordre des mots, c'est-à-dire que dans une langue comme le français, il va y avoir une différence entre Pierre aime Marie et Marie aime Pierre, simplement en raison de l'ordre des mots. Et c'est l'ordre des mots qui va pouvoir nous dire qui est le sujet, qui est l'objet. Alors qu'en latin, le cas nominatif ou accusatif vous indique cette information, qui est le sujet, qui est l'objet. Ce qui fait que l'ordre des mots n'a pas la même importance. L'ordre des mots n'est pas complètement indifférent, bien sûr, en latin, mais il est beaucoup plus variable, beaucoup plus... il n'a pas ce caractère obligatoire, puisque donc, dans les langues qui ont une syntaxe développée et une morphologie moins développée que la syntaxe, les informations syntaxiques sont portées par la position des mots dans la phrase. Et qu'est-ce que tu entends par morphologie? Alors, la morphologie, c'est le fait, par exemple, là, dans l'exemple que j'ai donné, qu'il y ait des cas, qu'il y ait des cas de déclinaison. C'est-à-dire que vous avez on va dire qu'on a une morphologie plus riche parce que si vous comparez le français au latin, vous prenez un substantif en français, vous pouvez le faire varier en nombre, singulier, pluriel. Dans certains cas, vous pouvez le faire varier en genre, mais pas toujours. Mais en latin, vous avez cette variation en genre et en nombre, mais en plus, vous avez toutes les variations en fonction, c'est-à-dire en cas. Le nominatif rosa, l'accusatif rosam, rosae, rosas, etc. Vous avez une richesse de la morphologie, c'est-à-dire des formes possibles du mot. La morphologie, la notion de morphologie renvoie à la forme des mots. Donc, lorsqu'on dit qu'une langue a une morphologie riche ou développée, ça signifie qu'il y a des possibilités de faire varier les mots grâce à des désinences qui est grande. C'est ça l'idée. Oui. Pourquoi il avait choisi l'abîme? Ah non, ça c'est pas lui qui a choisi, c'est moi qui ai juste pris ça comme un exemple, mais j'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre. Non, là l'exemple est totalement aléatoire. Je vous en prie. Oui, c'est bien que, d'ailleurs, vous pouvez très bien poser, je vous pose toujours la question, poser une question juste après le cours, mais il est très bon également que je vous laisse un tout petit peu de temps pour poser les questions au début du cours suivant, parce que vous aurez eu le temps de réfléchir, de voir s'il y a des choses qui n'étaient pas assez claires. Et c'est vrai que c'est bien de prendre le temps de mûrir un petit peu les idées pour pouvoir être en mesure de poser vos questions. Donc merci pour ces questions, je pense que ça a permis d'éclairer un certain nombre de points. Donc la dernière fois, je vous avais, et je vais terminer aujourd'hui principalement sur ce point, je vous avais parlé de la situation actuelle de l'enseignement de la grammaire à l'école, et j'avais parlé rapidement des apports institutionnels, c'est-à-dire des programmes principalement. J'en étais donc à la question des apports scientifiques, et sur les apports scientifiques, nous avions vu le problème de l'identification des formes grammaticales. Je vous avais montré que cette question de savoir identifier les formes grammaticales, donc un peu comme l'exercice que vous avez fait tout de suite, l'exercice que vous avez fait tout de suite, c'était un exercice consistant à identifier une forme
comme étant un déterminant, un pronom, et puis comme étant deux fonctions sujet, deux fonctions COD, etc., etc. Et nous avions vu que l'identification des formes grammaticales, c'est un problème cognitivement de catégorisation. Et ça, c'est un point important parce que l'idée ici, c'est que on se donne des moyens d'améliorer, disons, les capacités d'apprentissage d'une langue, qu'il s'agisse de la langue maternelle ou d'une langue étrangère, d'une langue seconde, en ayant préalablement développé ces capacités de catégorisation grammaticale. Alors, je sais très bien, je l'ai déjà dit la semaine dernière, que le statut de l'enseignement de la grammaire dans le français langue étrangère a été très variable. Dans certains pays, on fait beaucoup de grammaire, dans d'autres, on n'en fait pas du tout et on privilégie des approches plutôt communicatives. Et pendant, enfin en tout cas en France, dans le français langue étrangère, on a beaucoup considéré que l'apprentissage explicite de la grammaire ne servait absolument à rien. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une tendance, mais peut-être que tout cela n'est qu'une affaire de mode, mais on est aujourd'hui dans une tendance consistant à tout de même commencer à se dire que malgré tout, les connaissances grammaticales explicites servent à quelque chose. La question est de savoir, la question primordiale, elle n'est pas de savoir est-ce que c'est utile ou totalement inutile de faire de la grammaire, d'enseigner de la grammaire. Elle est aussi, et c'est surtout cela qui est important, de savoir comment on l'enseigne et qu'est-ce qu'on enseigne exactement. Parce que on a beau jeu de considérer que l'enseignement de la grammaire est inutile, si cet enseignement est mal fait et si on enseigne des choses qui en effet ne servent à rien et d'une façon qui n'est pas productive d'une certaine façon. Donc, un des objectifs de ce cours, c'est également de vous amener à repenser un petit peu cette place de l'enseignement de la grammaire dans l'enseignement des langues étrangères, enfin du français langue étrangère. Et vous l'aurez compris, moi je plaide en faveur du fait que cela peut être utile. Mais encore une fois, et je l'ai dit aussi la semaine dernière, nous ne disposons pas pour l'instant de preuves expérimentales de l'efficacité de ce type d'enseignement. Nous ne disposons pas non plus de preuves expérimentales du fait que c'est inefficace. Donc, voilà, aujourd'hui, on aura besoin de doctorants pour travailler sur ces questions-là. Mais pour travailler sur ces questions-là d'une manière sérieuse, c'est-à-dire vraiment en ayant en faisant des pré-tests, des post-tests et entre les deux, en ayant deux groupes, un qui aura suivi soit pas d'enseignement grammatical, soit un enseignement grammatical d'une certaine sorte, etc., etc. Voilà. Alors, j'en étais resté au deuxième point, donc, concernant le système de la langue. Alors, je rappelle les entrées, si vous voulez, les notions de base du programme. Donc je vous rappelle que ces notions-là, vous voyez que nous avons un petit peu manipulé, articles définis, déterminants possessifs, démonstratifs, que nous avons un peu manipulé dans l'exercice que vous venez de faire. Ces notions sont les notions exigées pour des enfants d'école primaire. Donc c'est vraiment, si vous voulez, le minimum du minimum, c'est pour la connaissance de la grammaire du français. Si on veut vraiment se limiter au strict minimum, c'est une liste que l'on peut retenir. Donc, les grandes parties du discours, nom, adjectif, verbe, adverbe. Du côté, les parties du discours, je veux dire lexical. Ensuite, dans les parties du discours grammatical, la catégorie du déterminant avec deux types d'articles seulement qui sont retenus ici, l'article défini, l'article indéfini. Bien sûr, il manque l'article partitif, mais ça, c'est un petit peu plus compliqué. Les déterminants possessifs et démonstratifs, on se limite à ça, mais il y a aussi, bien sûr, d'autres déterminants comme les déterminants indéfinis, etc. Les pronoms, ici, on retient uniquement le pronom personnel.
prépositions, les conjonctions de coordination et de subordination, et puis ensuite des notions de groupe, groupe nominal prépositionnel, c'est-à-dire un groupe nominal précédé d'une préposition. Il faudrait ajouter également groupe verbal, etc. D'autres types de groupes, mais la notion de groupe ne pose a priori pas tellement de problème une fois qu'on a reconnu le noyau du groupe. Et puis ensuite, en termes de fonction, on a la fonction sujet, les deux fonctions complément d'objet direct, complément d'objet indirect, la fonction complément circonstanciel avec une limitation à 3 cas, temps, lieu et cause, la fonction attribut du sujet, la fonction épithète, la fonction complément du nom. Pour ce qui concerne la description de la phrase, outre la notion même de phrase, on a la distinction entre les types de phrases déclaratives, interrogatives, impératives, les formes de phrases négatives, exclamatives, donc là aussi c'est limité, il y a d'autres formes de phrases possibles, la distinction entre phrases simples et phrases complexes, et donc la distinction entre juxtaposition, coordination, subordination, et enfin la notion de proposition. Bien. Alors, toutes ces notions, là, elles sont présentées, si vous voulez, sous forme d'une liste, d'un inventaire, mais qui n'est pas du tout organisé. Donc dans cette liste, on ne voit pas le système, on ne voit pas la cohérence, l'organisation de ce système. Et c'est cela qu'il est primordial de comprendre en premier lieu lorsque on veut comprendre la grammaire d'une langue, et en particulier la grammaire du français, c'est de comprendre qu'il y a une cohérence, une organisation, une logique, alors pas une logique au sens de la logique formelle, mais une cohérence, disons, dans l'organisation de ces différentes notions. Alors c'est cela que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Première chose, il y a d'abord une structure fondamentale qui est la phrase. Bon, là, je ne vous apprends pas grand-chose, mais tout de même, c'est à partir de là que les autres structures vont être définies. Alors, ça ne veut pas dire que lorsqu'on enseigne la grammaire, il faut nécessairement commencer par la phrase et faire le reste après. D'une manière générale, de toute façon, dans l'enseignement de la grammaire, il est bon de naviguer sans cesse entre les grandes structures intégrantes et les petites structures intégrées, et de faire cet aller-retour en permanence. Elle est fondamentale au plan de l'analyse linguistique. Le deuxième point, et ça c'est vraiment, si vous comprenez ça, vous avez compris le cœur de ce qu'est la grammaire d'une langue, c'est que, au fond, la description grammaticale d'une langue, on pourrait la réduire à la description de relations d'inclusion entre des structures. En effet, et ça on le verra dans le détail par la suite, mais et c'est une propriété là aussi des langues qui est une conséquence de certaines capacités cognitives, toute structure linguistique a la possibilité d'inclure une autre structure linguistique. Alors, par exemple, une proposition subordonnée, elle est incluse dans une proposition principale. Autre exemple, lorsque vous prenez un groupe nominal comme « la gloire de mon père », c'est un groupe nominal, d'accord ? La gloire de mon père, mais il inclut ce groupe nominal, déterminant nom plus une extension nominale de mon père, il inclut mon père, qui est lui-même un groupe nominal. Donc on a un groupe nominal inclus dans un groupe nominal. Donc vous voyez que c'est, et j'y reviendrai tout à l'heure, ce qui compte lorsque on identifie par exemple la fonction du groupe prépositionnel de mon père comme étant complément du nom gloire, on donne une précision sur cette relation d'inclusion, lorsqu'on dit cela. Mais il faut, au préalable, avoir compris cette relation d'inclusion. Mais je vais y revenir dans un instant. Et enfin, à partir de là, on peut donner la nature et la fonction des groupes de mots. Donc là, on n'a pas besoin de termes compliqués. Ces termes de nature des mots et de fonction des mots sont suffisants pour un enseignement scolaire ou pour un enseignement de la grammaire dans un cadre de français langue étrangère. Au fond, je parlais de relations d'inclusion d'une structure dans une autre structure, d'une structure grammaticale dans une autre structure grammaticale. Une structure grammaticale, elle est composée de quoi ?
elle-même eh bien, d'éléments qui sont en relation avec d'autres éléments. Les éléments, ce sont les mots qui appartiennent à certaines catégories, donc nom, verbe, adjectif, préposition, etc., donc qui se catégorisent dans certaines catégories grammaticales, qui sont donc ce qu'on appelle les classes de mots ou les natures de mots, et puis les relations, c'est ce qu'on appelle les fonctions. Donc, l'essentiel de l'apprentissage de la grammaire, c'est développer la capacité d'identifier la nature, la fonction de mots ou de groupes de mots. Alors, schématiquement, on pourrait représenter les choses de la façon suivante. Ça représente, ce bloc avec X et Y, ça représente une structure grammaticale quelconque, dans sa plus grande généralité. Une structure grammaticale, elle est généralement composée de deux éléments. Bon, elle peut être composée d'un seul élément, mais là, ce qui m'intéresse, c'est quand elle est composée d'au moins deux éléments, X et Y. Chacun de ces éléments a une nature, alors de mots ou de groupes de mots. Ça peut être un nom, mais ça peut être un groupe nominal. Et la relation entre ces deux éléments, c'est ce qu'on appelle la fonction. Donc, ce qu'on appelle une fonction en grammaire, c'est tout simplement la relation entre des éléments d'une structure. Ça, c'est une définition extrêmement générale de la fonction au sens de la fonction grammaticale. C'est une relation entre des éléments d'une structure. Alors, la particularité, je vous le disais, qui est liée à cette notion d'inclusion entre structures, c'est que chacun de il y a ce qu'on appelle parfois une récursivité, c'est-à-dire la possibilité de rédupliquer une structure à l'intérieur d'elle-même. Donc, cette notion d'une relation fonctionnelle entre deux éléments qui ont chacun une nature, elle peut se reproduire à l'intérieur de chacun des éléments. Donc, l'élément grand X peut être remplacé, peut être constitué par deux éléments qui eux-mêmes vont être dans une certaine relation fonctionnelle. Et l'élément Y également peut être décomposé en deux éléments qui ont une relation fonctionnelle. Par exemple, si vous prenez une phrase aussi simple que ce proverbe « Chat échaudé craint l'eau froide », voyez que vous avez la première structure grand X, chat échaudé, qui est sujet, et qui donc représente cette structure complète-là. Sujet du groupe verbal, craint l'eau froide, qui représente le deuxième grand bloc. D'accord ? Donc, chat échaudé, c'est cet élément-là, qui est en relation avec le deuxième élément, craint l'eau froide, qui est donc le groupe verbal par rapport auquel se définit le sujet. Donc la relation F, là, c'est une relation sujet. Mais à l'intérieur de ce groupe sujet, vous avez deux éléments, chat et échaudé, X et Y, qui eux-mêmes sont dans une relation fonctionnelle, qui est ici une relation, disons, d'épithète, d'adjectif épithète, c'est un participe passé qui fonctionne comme adjectif, fonction épithète. Et puis là, vous avez une relation entre X, craint, et l'eau froide, Y, qui va être cette fois-ci une relation de type complément d'objet, complément d'objet direct ici. Et on peut, donc voilà, ça se schématise de cette façon-là. Vous avez donc la fonction sujet qui relie ces deux groupes, et puis la fonction épithète ici, la fonction complément d'objet ici. Et si j'analyse également l'eau froide, vous voyez que le deuxième élément Y est lui-même composé d'une structure contenant deux éléments, un adjectif épithète et puis un nom. Alors, voici un ou deux exemples d'exercices pris dans des manuels. Donc encore une fois, des manuels de français langue maternelle de niveau primaire qui posent des problèmes. Vous voyez, là vous avez un petit texte et une consigne, observe les groupes nominaux en gras.
Et ici, on a la phrase « Au même instant, le bruit étouffé d'un sanglot lui parvient très proche ». Et ce qui est en gras, c'est le bruit. Mais ça ne va pas du tout ici, puisque le groupe nominal, c'est bruit étouffé d'un sanglot. C'est le bruit étouffé d'un sanglot, pardon. Le bruit tout seul ne forme pas du tout un groupe nominal. Là, si vous voulez, si vous segmentez ici, vous manifestez que vous ne comprenez pas du tout la structure de ce groupe nominal. Deuxième exemple, du même genre, recopie les groupes de mots en couleur dans la colonne qui convient. Donc vous voyez, vous avez ici le tiroir de la table de la cuisine, et seul le tiroir est souligné, la table, comme si c'était des groupes nominaux indépendants, finalement. Pareil pour un grain de riz. Mais évidemment, le tiroir de la table de la cuisine, ce ne sont pas deux groupes. Là, on a l'impression que ce sont deux groupes nominaux qui se succèdent. Deux groupes de mots qui se succèdent. Mais là, il n'y a pas deux groupes de mots. Il y a un groupe de mots, tiroir de la table, enfin le tiroir de la table de la cuisine, dans lequel est inclus un autre groupe de mots, la table de la cuisine. Donc, de la table de la cuisine étant le complément du nom tiroir ici. Et à l'intérieur du complément du nom, vous avez de la cuisine qui est lui-même un complément du nom table. Donc, la structure de ce groupe-là, elle est bien une structure d'inclusion. Vous voyez que le tiroir de la table de la cuisine inclut de la table de la cuisine, qui lui-même inclut de la cuisine. On n'est pas du tout, comme en donne l'impression cette présentation, dans une relation entre deux groupes nominaux successifs qui seraient, disons, sur le même plan. Bon, même genre de choses ici, vous voyez, dans quelle phrase le nom en bleu est-il sujet du verbe? Alors, le nom en bleu, ici est souligné un éléphant. Mais ça n'est pas un nom ici, c'est un groupe nominal. Recopie les phrases où le nom baleine est sujet du verbe, mais ce n'est pas baleine le sujet du verbe, c'est la baleine. D'accord? Dernier exemple qui est plus embarrassant parce que là ça produit vraiment l'erreur dans la segmentation, la confusion entre la fonction d'un mot ou d'un groupe de mots conduit à une erreur d'analyse. Vous voyez la consigne, lis les phrases, entoure le petit mot qui est juste devant chaque mot en couleur. Donc on voit que l'idée ici est, puisque les noms qui sont en couleur sont les mots en couleur sont des noms, donc l'idée est de faire en sorte que l'élève identifie des déterminants. Donc avec ma, ça va marcher, entoure le petit mot qui est juste devant le mot en couleur, donc j'entoure ma, c'est bien un déterminant. Mais ici, dans j'aspire de l'eau, l'élève va entourer le petit mot et l'apostrophe. Alors que, ici, le déterminant, c'est un déterminant, c'est un article partitif de et l'apostrophe. Il n'y a pas de segmentation entre de et l'eau ici. C'est une seule unité qui est un partitif qu'on emploie avec les noms de matière. Donc là, il y a une erreur d'analyse qui est quand même réellement problématique. Alors, l'idée vers laquelle je veux vous amener, c'est l'idée que dans une phrase, si vous voulez, les blancs qui sont entre les mots n'ont pas du tout le même statut. Je veux dire, on a l'impression que après tout, le blanc qui sépare chat et chaudé, c'est un blanc comme celui qui sépare échaudé de crin, etc., etc. Mais en fait, nous le savons même sans avoir fait de grammaire, que je peux très bien, au lieu de dire chat échaudé craint l'eau froide, je peux dire il craint l'eau froide. D'accord ? Si je peux dire il craint l'eau froide, ça veut bien dire que je reconnais qu'il y a un blanc ici entre échaudé et craint
qui n'est pas seulement un blanc entre échaudé et crin, mais qui est un blanc entre chat échaudé et crin. Puisque sinon, je dirais il échaudé, crin l'eau froide. Mais personne ne dit jamais cela, même les enfants, personne n'a l'idée de dire cela. C'est bien que spontanément, l'analyse que nous faisons de cette structure de phrase, elle reconnaît l'idée que cet ensemble chat échaudé forme un groupe. Donc, reconnaître les fonctions grammaticales, reconnaître les groupes de mots, reconnaître les structures incluses dans d'autres structures, c'est au fond mettre des mots sur quelque chose que notre système cognitif produit naturellement. Simplement, évidemment, il est préférable de proposer des descriptions qui soient cohérentes avec ce que l'on peut supposer de la façon dont notre système cognitif découpe les phrases. Donc il est très important d'analyser les constituants, enfin de considérer que les constituants qu'on analyse sont d'abord des groupes, et on n'analyse pas les mots séparément. Donc ça n'est pas une bonne façon donc de percevoir les phrases. Lorsque vous serez un petit peu habitué à l'analyse grammaticale, une phrase comme celle-ci, vous la percevrez immédiatement dans sa structure générale. Donc, analysez d'abord les groupes, et parfois un groupe est réduit à un seul élément, mais le cas général de l'analyse grammaticale, c'est quand même l'analyse des groupes de mots. Par ailleurs, on se rend compte que lorsqu'on analyse les mots à partir, enfin lorsqu'on analyse les phrases à partir des groupes de mots et non pas à partir des mots, eh bien, on peut mieux percevoir certains phénomènes d'accord, parce que, vous savez, une des raisons, tout à l'heure on parlait du fait que le français est une langue qui a une syntaxe développée et une morphologie moins développée. Donc, c'est d'ailleurs une des raisons qui fait qu'il y a un intérêt pour l'enseignement de la grammaire au sens de la syntaxe. Mais ce qu'il faut ajouter également, c'est qu'il y a une particularité en plus du français, c'est qu'il y a toutes sortes d'informations graphiques qui ne s'entendent pas à l'oral. Si je dis la cloche sonne ou les cloches sonnent, j'entends exactement la même chose, sauf que, enfin, par le déterminant, mais cloche et sonne ne varient pas au singulier ou au pluriel, mais pourtant, je dois apprendre à écrire un cloche avec un S au pluriel et ENT pour le verbe, pour accorder le verbe avec un sujet au pluriel. Eh bien, si vous enseignez que dans une phrase comme celle-ci, dans des phrases comme celle-ci, si vous enseignez à partir de la fonction des mots, vous allez dire le sujet de les cloches sonnent, c'est cloche. Le sujet de la cloche sonne, c'est cloche. Autrement dit, c'est la même chose. Sauf que si vous analysez les groupes de mots, c'est-à-dire si vous dites le sujet c'est les cloches et pas cloche, là, tout de suite vous entendez le pluriel. Donc puisque le sujet c'est les cloches au pluriel, vous aurez peut-être plus de spontanéité ensuite à produire un accord adapté. Alors, je disais donc tout à l'heure que le point de départ de l'analyse, c'est l'analyse de la phrase. Alors, comment on la décompose? La phrase, on la décompose en 3 éléments. Donc ça, là, c'est quelque chose qui va nous servir de base pour tout le semestre. C'est comme ça qu'on analysera les phrases. Dans une phrase, vous avez 2 ou 3 éléments. 2 éléments obligatoires, le groupe sujet, le groupe verbal, et un élément facultatif, le groupe circonstanciel. Donc par exemple, si on prend une phrase comme « Le facteur distribue le courrier à 8 heures »,
je vais analyser cette phrase dans une première étape, en disant que cette phrase se compose d'un groupe sujet, le facteur, d'un groupe verbal, distribue le courrier, et d'un groupe circonstanciel, à 8 heures. Ce qui donne donc une formule de la phrase, qui est celle-ci, P égale GS plus GV, plus facultativement, c'est pour cette raison qu'il y a des parenthèses, GC. Alors, c'est une formule générale de la phrase qui s'applique, alors non pas à toutes les phrases qu'on peut trouver en français, mais à la phrase, disons, canonique. Si vous voulez, là aussi, c'est un enseignement de ce que je vous ai expliqué la semaine dernière au sujet des prototypes et de la théorie des prototypes. On travaille en priorité sur les structures prototypiques. Donc non pas sur des phrases de construction inhabituelle, mais sur les phrases de construction standard, prototypique. Et je dois préciser cela également à l'écrit. Là, c'est une grammaire de la phrase prototypique de l'écrit. À l'oral, si vous voulez, les structures prototypiques ne sont pas forcément les mêmes. Mais l'hypothèse, si vous voulez, sous-jacente ici, c'est que on comprend mieux le noyau grammatical de la langue à partir donc des structures canoniques de l'écrit plutôt qu'à partir de celles de l'oral. Alors, compte tenu de l'heure, je vais être obligé de m'arrêter ici aujourd'hui, mais la semaine prochaine, on reviendra sur cette notion de structure de la phrase et je commenterai un petit peu le choix de ces dénominations, groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel, parce qu'il y a d'autres possibilités, peut-être que vous d'ailleurs dans votre enseignement vous avez appris un peu d'autres choses, et donc il y a une petite discussion à avoir sur ce point. Alors avant qu'on se sépare, est-ce que vous avez des questions sur des points de détail? Oui? Pardon? Vous avez des structures canoniques? Ah, canonique, oui, canonique. Structure canonique, c'est-à-dire des structures qui sont des stéréotypes, des modèles standards un peu. Très bien, eh bien écoutez, désolé pour ce cours un petit peu raccourci d'aujourd'hui, mais vraiment je n'ai pas le choix, il faut que je sois à cette réunion qui commence dans une dizaine de minutes. Donc je vous dis à la semaine prochaine.